Pierre Jovanovic est notre invité de ce Zoom du jour. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Pierre Jovanovic, évidemment, journaliste économique, directeur des éditions Le Jardin du Livre. Vous venez aujourd'hui, Pierre, nous présenter justement un ouvrage que vous éditez, une économie... Que vous avez choisi, je précise. Voilà, c'est pas moi qui ai décidé de venir... vous nous le présentez. Voilà, mais une viens vous en économie parler. Au pur standard or, et c'est signé, excusez-moi, du professeur Mark Skousen, un professeur d'université américaine, diplômé de la George Washington University. Il a travaillé dans les années 70 pour la CIA. C'est analyste économique. Voilà, avant d'enseigner ensuite à la Columbia University. Et il a travaillé également pour les plus grandes entreprises américaines. Il est réputé être l'un des 20 économistes vivants les plus influents aux États-Unis. Et donc, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un membre du Deep State américain. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce que le Deep State, l'État profond? L'État profond, si vous voulez, qui est composé en fait des grandes compagnies pétrolières, des grandes compagnies technologiques, des grandes compagnies médias, des grandes compagnies automobiles. Ce terme, ça date de quand cette appellation d'État profond? En fait, c'est pas si vieux que ça. Ça date, je sais pas, il y a peut-être 5-6 ans maximum. C'est-à-dire que ce sont des intérêts d'entreprises en fait qui dirigent véritablement la politique de Washington. C'est ce qu'appelait Eisenhower le complexe militaro-industriel. Exactement, voilà. À l'époque, c'était que militaire. Voilà. Et j'oubliais maintenant, je vous ai parlé. C'est communication, médias, pharmaceutique, chimique, armement, bien sûr. Armement, bien sûr, évidemment. C'est-à-dire que les autres, en fait, se sont greffés dessus. Au début, il y avait l'armement et le pétrole, ce qu'on appelait les 7 sœurs. Maintenant, je crois qu'il y en a plus que 4, dont un anglais, la British. Donc, aujourd'hui, il faudra bien entendu rajouter les GAFA, qui font partie, bien entendu, de ce pouvoir qui tire les ficelles et qui essaye en fait de pousser son propre agenda. Et on voit justement toutes les difficultés que Trump a en essayant de les contourner, du moins de les combattre. C'est très très intéressant d'ailleurs. Et d'ailleurs, Pierre Jovanovic, le sous-titre de cet ouvrage, une question: pendant combien de temps les banques vont-elles tenir avec leurs dettes, la fausse monnaie et les taux négatifs? Donc voilà, c'est des thématiques qu'on a eu l'habitude de traiter, en tout cas de voir dans votre revue de presse avec Olivier Pichon. Pour revenir à notre ouvrage, une économie au pur standard or. Le standard or, évidemment, est un système monétaire. Pierre, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça fonctionne? En gros, quel est l'intérêt de ce système monétaire? L'intérêt de ce système monétaire, c'est d'avoir une économie saine, déjà à la base, quoi. Ouais, c'est-à-dire que... Comment ça fonctionne? Alors, comment ça fonctionne? Par exemple, comme Napoléon. Napoléon, disons, avait des coffres remplis de pièces d'or. Donc, il partait faire la guerre. Il payait les soldats. Et quand il y avait plus de pièces d'or dans le coffre, alors, soit il arrêtait de faire la guerre, soit il allait piller un autre pays. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait avec l'Italie. Je me rappelle... il est allé, les caisses de la France étaient vides, je le rappelle, c'était après la Révolution française, et il a dit, de mon vivant, il n'y aura jamais de monnaie papier, nous revenons au standard or. Donc c'est le standard or de Napoléon. Et pour cela, il est allé s'emparer de tout l'or qu'il y avait en Italie, en Espagne, etc. C'est comme ça qu'il a redonné, on va dire, vie au système économique français. Donc le standard or, c'est une économie où les citoyens, les consommateurs ont des pièces d'or dans leur porte-monnaie. Pas forcément. C'est-à-dire que, par exemple, votre, je sais pas moi, grand-mère ou arrière-grand-mère avait un billet Banque de France, mais c'était échangeable à ce qu'on appelle à vue. Alors, je ne sais pas pourquoi on dit ça, d'ailleurs, cette formule à vue, on dirait un truc de petit. Quand on veut, quoi. Si on veut aller avoir touché son or à la banque, on échange son ticket. Voilà. En fait, c'est une preuve de dépôt du fait que vous avez tant en valeur de pièces d'or.
Hein, et voilà. pourquoi alors on va enchaîner. Du coup, la France est sortie de du pur standard or, donc l'année de la déclaration de la Première Guerre mondiale en 1994. Pourquoi le 15 août d'ailleurs, le jour de la Sainte Marie? C'est pour les gens qui s'intéressent à tout ça, c'est pas forcément un hasard d'avoir choisi cette date. Pourquoi est-ce qu'on est sorti de cette économie au pur standard or? Alors, c'est extrêmement simple. Hein. C'est la raison pour laquelle je vous parlais de Napoléon, justement, ou même d'un général hein, d'opération militaire. C'est-à-dire que l'état-major français avait calculé que s'il faisait la guerre avec l'Allemagne... Ça lui coûterait tant. Voilà, ça allait coûter tant de pièces d'or pour payer les officiers, les sous-officiers, les soldats, et que cette guerre allait durer, on va dire, maximum 6 mois. Hein, jusqu'à ce qu'on vide toutes les caisses. Et donc, d'où les fameuses affiches, hein, donnez-nous votre or. Hein, voilà. Et donc, aujourd'hui, il y a des publicités, vendez votre or. Non, là, c'est vendez, vendez-nous votre or. À l'époque, c'est donné, mais par patriotisme. Hein, c'était, voilà. Enfin, exactement. Apollinaire disait, on ne se bat pas pour la patrie, on se bat pour des grands industriels. Exactement. Enfin, voilà. Et des grands banquiers. Hein, c'est surtout ça. Ce qui est intéressant, donc, c'est qu'ils ont dit, ça risque de durer un peu plus longtemps. Donc, la guerre, ouais. On a besoin de garder notre or. On supprime la convertibilité. Donc, la raison pour laquelle ils ont choisi le 15 août, c'est exactement les raisons pour lesquelles aujourd'hui vous avez toutes les lois qui sont votées soit au 3 janvier, soit au 15 août, hein, ou les grands licenciements, c'est pour passer sous le radar, tout simplement. Ouais. Voilà. Les gens sont en vacances. Ouais, mais enfin, le 15 août, est-ce qu'il y avait des vacances au début, en 1914? Il n'y avait pas encore les congés payés. On va dire, il n'y avait pas encore les congés payés, mais la plupart il y avait déjà ce qu'on appelle des vacances forcées, puisque tout était littéralement au ralenti. On est sorti, Pierre Jovanovic, de cette économie au pur standard or parce que on savait que cette guerre allait continuer ou parce qu'on avait intérêt en même temps quelque part à ce que cette guerre continue? Est-ce qu'il n'y avait pas quelque part intérêt à ce que l'économie continue à fabriquer des bombes? Enfin, c'était peut-être il y avait peut-être des gens qui avaient intérêt à tout cela. Sincèrement, non. Quand on relit par exemple les journaux de l'époque et surtout les mémoires de l'époque, je l'ai abordé dans un livre qui s'appelle 666, hein, qui est consacré également à l'or. On voit bien, si vous voulez, que les Allemands, quand ils ont vu les Français qu'ils sortaient du standard or direct au 15 août 1914, eux, ils ont décidé, effectivement, ils l'ont fait, je crois que c'était vers le 10 ou 20 septembre 1914. Et c'est la première grande boucherie. C'est-à-dire qu'en fait, les deux pays sont passés en mode planche à billets, hein, monnaie de singe, on va dire ça comme ça, et que pour la première fois dans l'histoire... On va créer de la richesse à partir de rien, à partir de stocks qu'on n'a pas. Fausse monnaie, voilà. C'est avec la fausse monnaie, c'est pour ça que cette guerre a été une grande boucherie. C'est la raison pour laquelle elle a duré si longtemps. 4 années, c'est parce que en fait, ils se sont fait la guerre à travers les planches à billets. C'est-à-dire que des deux côtés du pays, on avait aussi bien les Français que les Allemands disaient aux habitants, leurs citoyens, donnez-nous votre or ou vendez-nous votre or et on vous rembourse. Dès qu'on a gagné la guerre, et le taux d'intérêt, je crois, était de 6 à 8% par an. Hein, donc voilà, donc si vous prêtiez votre or au gouvernement, il vous payait 6 à 8%. D'où le livre d'Olivier Pichon, hein, qu'il a fait, qu'on va montrer. C'est-à-dire qu'à la fin de la guerre, le gouvernement français, comme le gouvernement allemand, avait promis de revenir immédiatement au standard or direct, et bien entendu, les caisses étaient vides. C'était impossible. Parce que tout l'or, aussi bien des Français que des Allemands, précisons-le, sont partis où, à votre avis? Aux États-Unis. Voilà. Et ils se sont enrichis, les Américains se sont enrichis comme des porcs, et ils ont toujours D'ailleurs, quand les Allemands ont demandé à récupérer leur or, on leur a envoyé un or moins pur. Ça, c'était effectivement dans les années 30, oui. C'est-à-dire, ils ont essayé de rouler les Anglais aussi. Hein, les Anglais aussi. Ils ont envoyé aux Anglais des lingots d'or qui étaient même pas des 17 carats, quoi. Alors, Pierre Jovanovic, autre sujet également évoqué dans cet ouvrage, une économie au pur standard or, la thématique de la création de la Banque centrale américaine, donc un an
avant le lancement de cette Première Guerre mondiale. Donc nous sommes en 1913. Comment s'est passée la création? À quoi ça correspondait? Pourquoi on a créé une banque centrale aux États-Unis? C'est-à-dire qu'en fait, tout à l'heure, vous avez abordé ce qu'on appelle le deep state américain, l'État profond. Et on voit déjà les prémices, si vous voulez, de cet État profond dans ce cartel de banquiers qui se sont réunis sur une île, la fameuse île Jekyll. Et donc, ils ont décidé de créer une fédération de toutes les banques. Parce qu'à l'époque, en fait, vous aviez une fédération de toutes les banques privées. Exactement, de toutes les banques privées, mais pour une raison, la raison c'est qu'il y avait différentes banques qui émettaient différentes monnaies, mais elles étaient toutes basées sur l'or. Par exemple, je sais pas, la banque de l'Oklahoma avait ses propres billets de banque, mais là aussi, tout était échangeable à vue, contre des pièces d'or ou éventuellement des pièces d'argent. D'ailleurs, vous avez des billets je pense qu'on va en montrer un là-dedans. Je pense qu'il y en a. Tiens, il y en a un ici. Voilà, ça c'est un billet de 20 $, échangeable à vue et qui date de 1922. Vous voyez, donc c'était convertible. On le mettra à la post-production, mais d'ailleurs c'est des billets. Enfin, j'ignorais ça totalement. On en apprend tous les jours. Alors on a le même. C'est pas du tout les billets de dollars américains d'aujourd'hui avec toute cette petite symbolique étrange Non, il y a marqué clairement échangeable en or contre des pièces d'or ou échangeable contre des pièces d'argent. D'ailleurs, justement, j'en ai apporté quelques-unes ici parce que pour bien comprendre, d'ailleurs. Rien que le bruit, vous voyez, c'est du sonnant, ce qu'en français on appelle ça du sonnant et trébuchant. Voilà. Oui, oui, ça c'est. Et le terme argent, rien qu'en français, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Silver. C'est de l'argent, de silver. Voilà. Bon alors, et cette banque centrale américaine donc a été créée par des banquiers privés. JP Morgan, entre autres. Voilà. Voilà. Les grands banquiers de l'époque, de manière à prendre le contrôle. Et d'ailleurs, c'était un coup d'État. C'était déjà un coup d'État, puisque ça a été fait, si mes souvenirs sont bons, le 23 ou le 24 décembre, une réunion provoquée où il n'y avait personne pour voter. Et ils ont fait passer, si vous voulez, cette loi au Congrès pour établir donc la Fédérale Réserve, qui n'a de réserve que de nom. Parce que aux États-Unis. Et d'américaine que de nom. Voilà. De nom aussi. Exactement. Elle n'appartient pas aux citoyens américains. C'est pas la banque du gouvernement. Je précise, c'est mais un aujourd'hui, conglomérat de banques. Le président Trump, c'est quand même le président Trump qui nomme alors peut-être qu'on lui présente une liste de candidats choisis, mais c'est quand même le président américain aujourd'hui qui nomme le président de la Réserve fédérale. Absolument. Il a ce pouvoir-là, mais il n'a aucun pouvoir. La preuve, c'est qu'il a voulu licencier Jerome Powell, qui est l'actuel patron de la Fed, parce qu'il n'était pas du tout satisfait de sa politique. À la tête de la Fed, il disait que ça lui posait des problèmes économiques. Mais la vérité est qu'aujourd'hui, nous sommes... d'ailleurs, je pense que le titre le dit bien. Pendant combien de temps les banques vont-elles tenir avec leur dette, les fausses monnaies, les taux négatifs? Je rappelle, si vous voulez, que la sortie, si vous voulez, toute cette magouille des Américains, la Fed, au départ, aux États-Unis... comme on va le voir avec le billet de 20 $ derrière nous, c'était véritablement... pour $1, une pièce d'or. Je résume. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Comment ça marchait? Après, en fait, quelle a été la mauvaise conséquence de la création de cette réserve fédérale? La conséquence, c'est qu'en fait, ils ont progressivement décidé, si vous voulez, d'abaisser. C'est-à-dire que... D'abaisser quoi? D'abaisser, justement. C'est-à-dire que pour un billet de 20 $, une pièce d'or. Et ensuite, ils ont dit, non, on va baisser de 80%. Et on va le mettre à 80%. Puis on va le mettre à 60%. Puis on va le mettre à 50%. Et on va le mettre à 40%. Et puis en 1971, le 15 août... Le président Nixon abandonne la convertibilité du dollar en or. Beep you. Voilà. Ils ont dit, allez tous vous faire voir. Le dollar, c'est notre monnaie. Et c'est votre problème. Voilà. Et à ce moment-là, ils sont passés en mode planche à billets. En fausse monnaie, on va dire ça comme ça. Et résultat des courses, juste je précise là-dessus, aujourd'hui, la conséquence de cette sortie, c'est que aujourd'hui chaque Américain est endetté à raison de 320 000, suivant les calculs, on va dire les 350 000 $ par habitant, y compris les bébés, d'accord, du bébé jusqu'au vieillard qui a 100 ans, alors que l'Europe, qui a quand même été bien plus raisonnable en termes de politique économique, aujourd'hui, nous ne sommes
endetté, si je puis me permettre, qu'à 35 000 ou 33 000, suivant les comptes qu'on fait. On va dire 35 000. On est quand même à 100% du PIB. Aux États-Unis, ça doit certainement être. Mais ils sont à des trilliards, donc c'est même pas remboursable. Donc, et c'est là où justement le livre... Mais cet endettement américain, est-ce qu'il a commencé à partir de la création de la réserve américaine ou à partir de 71, à partir du moment où Nixon a décidé de cesser la convertibilité dollar-or? Alors non, ça a commencé, si vous voulez, avec la guerre du Vietnam, tout simplement. Avec la guerre du Vietnam. N'oubliez pas, à la sortie de la guerre, ce qui posait un problème aux Anglais et aux Américains, c'est que s'ils revenaient à un véritable standard or, là je parle de 1944, 1945, 46, si ils décidaient de revenir à un standard or, les fameux accords de Bretton Woods, automatiquement c'était la France qui devenait, c'était le franc français, qui devenait la monnaie... première puissance. La monnaie la plus puissante du monde. Bah oui, parce qu'on avait les stocks d'or les plus importants. Parce que De Gaulle a sauvé le stock d'or via le ministre des Finances, auquel il faut rendre hommage, Monsieur Lamoureux. Je crois que c'est Lucien de son prénom. Lucien Lamoureux a sauvé les stocks d'or et tout l'or de la Banque de France a été déménagé dans les dom-toms en Afrique, etc., dans les possessions africaines. Et les Allemands, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas pu, bien entendu, disposer du stock d'or allemand. Vous voyez, Hitler avait en tête l'or du Rhin de Wagner. Et bien entendu, c'est ce qu'il voulait récupérer à Paris. Et donc, je ferme cette parenthèse. La guerre du Vietnam Bretton Woods disait, donc il était hors de question que le franc français devienne la monnaie de référence mondiale, évidemment, puisque ce sont les Américains qui ont gagné la guerre, soi-disant. Donc ils ont dit, c'est le dollar qui va être la monnaie de référence. Nous allons établir un faux standard or, c'est-à-dire uniquement entre États, d'accord. C'est-à-dire que dès que vous avez trop de dollars, les Américains vous les reprennent et échangent ce qu'avait essayé de faire un petit peu De Gaulle dans les années 60. Mais c'est ce qu'il a fait. Il a renvoyé une escorte de la Marine nationale à Washington, à New York, et ils ont échangé tous les billets de... Entre 62 et 68 à peu près. C'est ça, à plusieurs reprises. Et en 71, ça avait vexé Nixon, les Américains. Les Américains ont été vexés. Il y a eu des grands papiers dans le Time. Quoi, vous n'avez pas confiance en notre devise, voilà. Exactement, en disant De Gaulle est un enfoiré, etc. Il n'a pas confiance dans le dollar. J'en ai souvent parlé. Mais indépendamment de ça, là-dessus, c'est greffé, si vous voulez, la guerre du Vietnam. C'est-à-dire que, bien entendu, les Américains n'ont pas pu respecter leurs paroles vis-à-vis des accords de Bretton Woods. C'est-à-dire, pour chaque dollar créé, chaque dollar créé, on a une pièce d'or ou une pièce d'argent, peu importe. Ils se sont mis à surimprimer, et bien entendu, de la fausse monnaie. Et à un moment donné, c'était intenable pour les Américains. Et les Américains ont dit à tout le monde, allez vous faire voir. Et d'ailleurs, ils ont donné des ordres à la CIA, comme quoi il fallait empêcher le gouvernement d'échanger leur surplus en dollars en pièces d'or. Et c'est la raison pour laquelle ils ont choisi la date du 15 août. Là aussi, c'est pour passer sous le radar et pour entumer tout le monde. Voilà. En fait, c'est un grand défaut de paiement. C'est un défaut de paiement international des Américains. Et à la suite de ça, le dollar s'était effondré, puisque dans les années 70, le dollar était, on va dire, 1 franc, c'était 5 francs par an pour 1 dollar, et on était tombé à quasiment 2 francs. 1 dollar égale 2 francs ou 2 francs 50. Je vous dis ça de Tout à l'heure, je voulais vous poser cette question, elle m'avait échappé, Pierre Jovanovic. Oui. Est-ce que la création de cette banque centrale américaine, donc en 1913, est-ce que ça coïncide avec l'abandon par la France, 1 an plus tard, du standard or? Ou est-ce que c'est deux phénomènes complètement séparés? C'est deux phénomènes totalement différents. Alors, n'oubliez pas, attendez, votre question est pertinente parce que... il y a eu plusieurs crises comme ça dans les années au 19e siècle, en 1800, il y en a eu 3 ou 4 comme ça, et donc les banquiers ont dit, les JP Morgan et compagnie, ils ont dit, bon, on va faire un cartel, on va dire une sorte de banque centrale, de manière à ce qu'il n'y ait plus de crise. C'est ça qui est intéressant. Et qu'est-ce qu'ils sont tapés après, le 1929? C'est quand même incroyable, quoi. Et il y a des gens, encore aujourd'hui, qui essayent de dire que la crise de 29, c'est dû au... Non, c'est pas du tout dû au standard. C'est dû au fait que les banques ont prêté aux gens pour qu'ils puissent acheter des actions à Wall Street. Voilà. C'est aussi bête que ça. C'est un petit peu ce qu'on a connu en 2008. Les banques ont prêté aux gens pour qu'ils puissent acheter des maisons. Et en fait, ça s'est écroulé parce que les gens ne pouvaient pas rembourser. Exactement. Voilà. D'une part, parce que les banques n'ont pas respecté leurs règles prudentielles, évidemment. Moi, je reviens toujours à cet exemple, je le dis toujours à nos auditeurs, le premier banquier que vous ayez rencontré de toute votre vie, d'accord, c'est quand vous étiez enfant, il s'appelle Picsou.
D'accord ? Non, mais c'est très important. C'est le premier banquier qu'on rencontre. Et qu'est-ce qu'il a, ce banquier ? Moi, je trouve que Karl Barks, c'est celui qui a inventé le personnage de Picsou. Il a une réserve d'or chez lui énorme. Enfin, sa maison est un coffre-fort géant. Ben voilà, c'est un gouverneur de banque centrale, de Donald Land, là, de Canardland. Et donc, il a sa piscine d'or. C'est ça, réserve fractionnelle. La piscine d'or remplie de pièces d'or de Picsou, c'est ce qu'on appelle la réserve fractionnelle de l'époque, c'est-à-dire d'avant, avant l'arrivée des billets de banque, tout simplement. Donc c'est ce qui garantissait en fait la solidité d'une économie et surtout la stabilité d'une économie. Et c'est là où on revient d'ailleurs à quelque chose, on en a tout petit peu parlé avant d'arriver à l'antenne, c'est l'or du Rhin, l'or du Rhin de Wagner, l'opéra, mais surtout c'est des mythes celtes. C'est-à-dire que l'or du Rhin, en fait, c'est l'or du Rhin qui est gardé par les sirènes et les dieux, en fait, garantit la stabilité mondiale. Or, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui ? D'une part, l'or du Rhin, enfin l'or des Allemands, des Schleux, a été volé, je le rappelle, et que les Américains ont beaucoup de mal à leur rendre leur or, et d'ailleurs, il y a toujours une partie qui manque. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une instabilité mondiale totale. Il faut quand même le dire. HSBC a quand même licencié 35 000 personnes de plus. Il y a quoi ? Il y a 2 jours. Unicredit Italie, dirigé par l'ancien patron de Monsieur Kerviel, je le rappelle. C'est une bande d'escrocs, c'est quand même incroyable. Le mec, on le met à la tête d'une banque en Italie, dans le genre, on te récompense, tu la fermes, tu dégages en Italie. Voilà. Il a licencié 6 000 personnes. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Donc on voit qu'on est dans une instabilité économique absolument totale, d'où la pertinence de ce livre que pour ma part j'avais lu à l'époque, que j'ai dévoré littéralement parce que c'est comme un roman. En fait c'est un système en escalier qui vous raconte en fait l'économie, comment l'économie s'est créée. Et ça n'a rien à voir avec tous les cours d'économie actuels auxquels personne ne comprend rien, alors que là, on comprend tout. C'est-à-dire, toute personne comprend que lorsqu'elle n'a plus rien dans son porte-monnaie, qu'elle ne peut plus rien acheter, on n'a pas besoin de leçons d'économie pour ça. Voilà. Pierre Jovanovic, vous nous expliquiez dès le début de cet entretien que le standard or était le système monétaire le plus sain, le plus pur pour une économie. Pourquoi la plupart des économistes estiment qu'aujourd'hui, un retour à ce système est impossible ? D'une part parce que tous ces économistes sont sortis de la même école, déjà, première chose. Ils sont tous formés avec les mêmes cours. Et d'une part que tous ces économistes, parmi tous, il n'y en a pas un qui a vu arriver l'effondrement de Wall Street en 2008, je le rappelle. Celui qui a battu tous les records, c'est Alain Minc, qui nous a expliqué que en 2008 que ça allait durer, que la crise nette n'affectera pas la France et que ça allait durer 3 mois. Il faut le rappeler. Aucun des économistes, strictement aucun, de Strauss-Kahn à Sapir. D'ailleurs, même le terme économiste. Écoutez, regardez ce que dit Skousen. On va s'amuser, on va lire un petit peu le. Friedman, par exemple, moi je vois qu'il est défenseur, de nombreux défenseurs de la monnaie au 100% espèces. Friedman, quand même. Voilà, il y a Irving, je crois que c'est Irving Fisher. Alors, c'est entrée, il dit, il parle d'un auteur, donc Rothbard. Il compare le banquier de réserve fractionnaire, donc le banquier actuel, HSBC, Banque Postale, surtout Banque Postale d'ailleurs, un escroc qui prend l'argent de la caisse de la société pour l'investir dans ses propres entreprises. Voilà. Et c'est vraiment, c'est la réalité. Alors je vous lis un autre truc, là c'est toujours Fischer. Un retour au système actuel où le même argent est prêté 8 ou 10 fois, donc le système bancaire actuel, au système conservateur de dépôt en coffre-fort des anciens orfèvres, avant que ceux-ci ne commencent à prêter abusivement ce qui a été confié à leur protection. C'est cet abus de confiance qui, après avoir été accepté comme pratique courante, a débouché sur la banque de dépôt moderne. Du point de vue de la confiance publique, cela demeure un abus. Non plus un abus de confiance, mais un abus de fonction de prêt et de dépôt. Autrement dit, du vol. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, vous voyez bien... Attendez, il faut relier ça à ce que vivent les Français aujourd'hui. Ils ne peuvent plus retirer leur propre argent de la banque. Comment ça ?
Écoutez, vous allez, j'ai encore plein de cas de lecteurs qui m'écrivent, ils veulent retirer 2000 €, on leur dit c'est pourquoi faire. Je veux la preuve que vous allez acheter, je sais pas moi, une tondeuse d'occasion, voilà, une voiture d'occasion, etc. Et puis vous n'avez pas le droit de payer plus de 3000 €. Vous voyez, à la Banque Postale, on leur fait remplir tout un formulaire. Hein. Je suis bien conscient que si je me promène avec du liquide dans la rue, je risque d'être attaqué. Je suis bien Non mais vous voyez un petit peu l'idée. S'il y a un défaut de paiement en France aujourd'hui du système bancaire, il faut le dire. Non mais c'est très très important. Rapidement, je le dis, Dieu merci suffisamment. Pour terminer, cher Pierre Jovanovic, Skousen, pour terminer, affirme que seule une crise financière pourra rétablir l'or comme pivot du système monétaire, mais on voit bien que les crises s'enchaînent et rien n'arrive. Quelle force devra avoir cette crise pour qu'on puisse voir le retour de ce standard or? Alors Pierre, d'abord je suis pas d'accord avec vous là-dessus. D'une part, je vous rappelle que les taux négatifs n'ont jamais existé dans l'histoire du monde, hein, de l'histoire économique. Donc là, aujourd'hui, la crise est d'une sévérité absolument colossale. Je vous rappelle, pour principe, si vous voulez, que HSBC France avait acheté les anciennes agences du Crédit Foncier ou je ne sais plus quelle banque, CCF. Ouais, mais on n'en est pas encore comme dans les années 20, attendez, les années 30, à arriver à la finir. boulangerie avec la brouette. Non, laissez-moi finir. Ils ont acheté... HSBC donc, a acheté toutes ces agences pour, je crois que 2 milliards. Et aujourd'hui, HSBC France vend toutes ces agences pour 0. D'accord ? Donc ça vous montre bien que le système bancaire est mort et que de toute manière, tout ça va s'effondrer. On le voit au Liban. On le voit au Liban. Les gens sont revenus aux pièces d'argent, aux pièces d'or. C'est quand même et on le voit au Venezuela, on le voit. Ouais, mais en Europe, est-ce que c'est pas différent? Est-ce qu'ils vont pas continuer à injecter? Le fait que vous ne puissiez pas retirer votre argent de votre banque et que vous soyez obligé de donner des explications à votre banquier, ça vous dérange pas, ça? Excusez-moi, mais moi, ça me dérange fondamentalement. Je veux dire, j'ai pas d'explication à donner sur la liberté que j'ai pour utiliser mon argent. Vous comprenez? Donc, en fait, on vous interdit de retirer votre argent pour sauver les banques. Et c'est extrêmement grave. Et la seule façon aujourd'hui, je le dis aux auditeurs, de sauver votre épargne, votre assurance vie, etc., c'est effectivement de le transformer soit en pièces d'argent, soit en pièces d'or. Ou alors de le transformer en immobilier. C'est la seule manière aujourd'hui. Tout ça, d'ailleurs, est en train d'exploser à cause des taux d'intérêt négatifs. C'est du jamais vu dans l'histoire mondiale de l'économie. D'ailleurs, tant et si bien, c'est le livre de Pichon le montre bien. Et même aujourd'hui, au Liban, tiens, il y a des procès en ce moment, personne n'avait jamais imaginé qu'il y aurait des taux négatifs. Il y a des gens qui font des procès aux banques parce elles ont exigé que la banque leur prête exactement au taux Libor. Le taux Libor est en négatif. Et les banques ne veulent pas. Donc là aussi, paf, il y a des procès. Donc vous êtes en plein milieu de la crise. C'est pas parce que vous ne voyez pas les gens se battre, mais même au Liban, si vous voulez, les gens se battent dans les agences bancaires. Et encore, bon, il y a à peu près une centaine ou un peu moins maintenant, d'incidents par jour. Mais cela va mal se terminer de toute manière. C'est déjà en train de mal se terminer. À partir du moment où vous ne pouvez plus retirer votre argent de votre propre compte bancaire, il y a un problème. Il y a un grave problème. Une économie au pur standard or, c'était donc l'ouvrage que vous nous présentiez, Pierre Jovanovic. C'est signé du professeur américain Mark Skousen. Non mais juste une chose, on va rajouter quand même. Pourquoi, à votre avis, toutes les banques centrales achètent de l'or? Pourquoi la Banque de Chine achète autant d'or? Pourquoi la banque la Banque centrale indienne achète autant d'or? Parce qu'elles ont besoin. C'est ce qui donne la confiance aux citoyens. Et aujourd'hui, vous voyez bien que la confiance en termes d'économie a été littéralement perdue. Plus personne ne fait confiance aux banquiers, surtout un banquier qui refuse de vous rendre votre argent. Je vous le rappelle. Hein, c'est quand même une évidence. Hein, les banques centrales russes, la banque centrale russe, Madame Elvira, continue à acheter tous les mois, genre 100 tonnes, etc. Même des petits pays comme la Serbie, par exemple, continuent à acheter de l'or parce que ça rassure les gens. Il y a un seul pays aujourd'hui qui a été stupide, c'est le Canada, où ils n'ont plus une seule once d'or, et ça commence à leur poser des problèmes, en effet. D'ailleurs, c'est assez fou, d'ailleurs. Merci Pierre Jovanovic. Merci à vous. À bientôt.